Bonsoir à tous. C'est vrai qu'il y a du monde, c'est vrai que c'est impressionnant. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir dans cette salle des victoires, désormais donc rebaptisée, monsieur le maire. Chers amis, chers camarades, quel bonheur, quel honneur aussi d'être là devant vous aujourd'hui. Merci pour votre accueil toute cette journée. J'ai rencontré beaucoup d'habitants, beaucoup d'élus. Merci beaucoup. J'ai reçu un accueil très chaleureux et je voudrais vous en remercier. Merci Benjamin pour l'invitation. C'est très important, tu le sais, pour moi de pouvoir venir sur le terrain. J'ai la chance depuis cette fin de mois de juillet de pouvoir me rendre dans beaucoup d'endroits en France et c'est vraiment une chance parce que je vais à la rencontre des gens, des militants, des habitants et c'est extrêmement important pour moi de pouvoir avoir ce contact-là et de pouvoir rencontrer et aller au-devant des gens pour qu'ils me disent ce qu'ils attendent de la France, de ce qu'ils attendent de la politique aussi. Et donc merci de m'offrir cette opportunité ici aujourd'hui dans le Mantois. Alors, depuis le début de cette folle aventure, on m'a souvent demandé pourquoi j'avais accepté cette mission immense, voire vertigineuse, le 22 juillet dernier, parce que oui, on m'a posé la question le 22 juillet dernier, vous avez bien entendu, pour une annonce le 23 juillet. Alors je pourrais vous répondre que j'ai accepté parce que j'avais passé les 2 semaines précédentes, probablement comme vous tous dans cette salle, à me ronger les ongles et à pester sur nos amis des partis politiques pendant 2 semaines, à me dire en allumant la radio le matin, mais c'est pas vrai, est-ce qu'ils vont enfin s'entendre sur un nom ? Donc j'ai passé, moi, à ce moment-là, j'étais de ce côté-là du miroir, celui d'une électrice de gauche angoissée, qui me disait comment va-t-on faire pour pouvoir gouverner, quel message envoie-t-on à la population et aux particuliers, aux électeurs de gauche. Voilà, j'ai passé 2 semaines dans cet état. Mais au fond, je crois que j'ai accepté cette mission parce que je connais le péril qui nous guette. J'ai accepté cette mission parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur que le Rassemblement national parvienne, cette fois, au pouvoir et, comme je vous le disais, que l'union de la gauche éclate. J'ai accepté aussi parce que j'ai la conviction profonde qu'il fallait faire perdurer cet élan qui est né entre les 2 tours, parce que nous, la gauche, regroupée, unie, nous sommes capables du meilleur. Capables de proposer un projet fédérateur d'émancipation, de justice, de progrès social. J'ai accepté cet immense défi, parce qu'il est immense, car je suis aussi convaincue que nous avons une responsabilité collective face au péril de l'extrême droite qui nous guette, et face aussi, il faut le dire, à l'inconséquence d'un président de la République qui, non content de ne pas avoir été le barrage qu'il avait promis, a joué le rôle de marchepied à l'extrême droite. Alors j'ai accepté car, comme de nombreux jeunes de ma génération, une date m'a marqué plus que les autres, le 21 avril 2002. Ce jour-là, j'avais 15 ans. Et comme beaucoup d'entre vous, sans doute, j'ai défilé dans les rues. Comme des millions de Françaises et des Français, j'ai pris conscience que l'extrême droite était pleinement entrée dans le jeu politique. Bien sûr, cette histoire n'est pas seulement la mienne, mais celle de millions de personnes ici dans notre pays, et en particulier de ma génération, dont la conscience politique a été profondément marquée, en tout cas c'est mon cas, par cet événement sinistre, là où d'autres ont été marqués dans la génération précédente par la victoire de François Mitterrand, les Vénards. Nous avons donc grandi avec la certitude qu'il fallait prendre toute notre part dans l'histoire collective pour porter un projet qui soit un rempart à la progression des idées d'extrême droite, des idées racistes, pour protéger nos libertés, pour donner à toutes et tous, sans distinction d'origine, de classe, de religion, de moyens, les moyens de vivre justement une vie digne et une vie désirable. Mais comment alors être à la hauteur de cette immense responsabilité collective qui n'a cessé de grandir depuis le 21 avril 2002 et qui s'est encore rappelée à nous il y a quelques mois ? Rappelons, je fais un détour, le fait que 9 millions de femmes et d'hommes dans toute la France ont fait le choix, avec le bulletin du nouveau Front populaire, avec nos candidats et nos candidates, le choix non seulement du refus de la haine, de la xénophobie, du racisme, mais aussi celui de l'espoir. L'espoir de vivre dignement de son travail, l'espoir de services publics, écoles, hôpitaux, transports en commun qui répondent aux besoins. Espoir de prendre enfin des mesures pour préserver notre planète et adapter nos modes de production au changement climatique. Espoir aussi, je crois, d'un renouveau démocratique, où ceux qui gouvernent ne prétendent pas tout savoir et où chacun peut contribuer à son destin et à le dessiner. Cet espoir, nous ne devons pas le trahir, il existe encore, je le crois, sinon vous ne seriez pas aussi nombreux ici. Comment le faire vivre, cet espoir ? Je dirais 3 mots.
Je m'inscris dans la continuité des discours entendus précédemment. Le premier mot, c'est l'union. Le deuxième mot, c'est la mobilisation. Et le troisième mot, c'est le récit. Donc ma première réponse, en restant unis, par-delà nos différences. Ce fameux 21 avril 2002, j'ai aussi pris conscience que la gauche désunie, 8 candidats de gauche à cette élection présidentielle, étaient incapables de l'emporter. À la télé, le soir de l'annonce, beaucoup ont accusé le nombre de candidats de gauche d'être responsables de la défaite. Je crois qu'il y avait une partie de vérité dans cette accusation. Je sais aussi que vous, ici dans le Mantois, vous connaissez le prix de la division de la gauche, puisque la seule fois où le RN a gagné une municipale en Île-de-France, c'était en 2014 à Mantes-la-Ville, parce que la gauche était divisée. Alors oui, vous lisez comme moi la presse, vous entendez comme moi tous les commentateurs qui expliquent que l'union est morte, qu'il s'agirait d'un tube de l'été. Parfois, même moi, je m'interroge, est-ce que je suis trop naïve, moi qui crois que seule l'union de la gauche peut être victorieuse? Suis-je trop naïve? Je ne crois pas. Y compris quand on raisonne par pur pragmatisme, la gauche morcelée n'a jamais pu être majoritaire à l'Assemblée, elle n'a jamais remporté une élection présidentielle. Et donc je crois qu'il nous faut, camarades, rester unis et clamer fort ce qui nous rassemble, malgré nos différences. D'autres ont eu l'idée avant nous et ont pu, grâce à cela, non pas seulement marquer l'histoire, mais aussi, surtout, obtenir d'immenses conquêtes sociales. Je pense évidemment à Jaurès en 1902, je pense à Blum en 1936, je pense à Mitterrand en 1981. Mais aussi, dans la période actuelle, l'union de la gauche n'est pas que l'histoire, elle n'appartient pas qu'à l'histoire. Dans la période actuelle, l'Espagne nous offre, par exemple, un exemple de coalition de gauche qui parvient à gouverner en améliorant sensiblement le quotidien de ses concitoyens. Et pourtant, c'est une gauche extrêmement diverse, et elle y arrive, elle change la vie des gens. Et l'union n'est pas uniformité. On nous reproche souvent dans les médias, tout le monde me dit, les journalistes me disent tout le temps, mais alors, ils s'engueulent ou ils s'engueulent pas? Et je leur dis, oui, ça arrive qu'ils s'engueulent, mais c'est pas grave. L'essentiel, je crois, nous rassemble, le renforcement de nos services publics, l'école, la santé, les transports en commun, la soif de justice sociale, la transition écologique, et puis bien d'autres sujets encore. Et donc, soyons unis sur ces sujets et travaillons sereinement sur le reste. Encore une fois, l'union n'est pas l'uniformité et n'est pas l'absence de différence. Nous sommes tous différents, vous êtes tous différents et c'est bien ainsi. La deuxième réponse, je crois, c'est la mobilisation. En continuant, en fait, ce que vous faites tous déjà sur le terrain. Et j'ai pu le voir aujourd'hui lors de mes déplacements à Mantes, au Val-Fouret et aussi à Limay. Pour faire vivre la politique, pour faire vivre l'espoir, il faut être présent partout sur le terrain. Sur les marchés, dans les clubs de sport, dans les différentes associations. Ça marche comme ça. Je veux d'ailleurs saluer ici l'importance du travail quotidien que vous faites, vous, militantes, militants, citoyennes et citoyens engagés, mais aussi élus locaux. Vous conduisez cela avec une immense énergie qui force l'admiration, en tout cas la mienne. C'est grâce à votre présence partout, dans les villes, petites ou grandes, dans les territoires ruraux, dans les associations, sur les marchés, que nous faisons vivre le débat politique, que nous pouvons sentir la préoccupation des Françaises et des Français. J'en ai eu un exemple tout à l'heure sur le marché de Val-Fouret où un homme est venu nous voir avec Benjamin en nous disant « Mais monsieur le député, vous m'avez dit de voter ». J'y suis allée et maintenant ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait? Et donc Benjamin s'est fait engueuler, faut le dire, parce que le président de la République ne m'avait pas nommé Premier ministre. Il a essayé de se défendre, je ne sais pas s'il l'a convaincu. Vous le savez, je défends l'importance de la société civile, des collectifs comme celui dont je viens. Je te remercie de l'avoir cité, c'est un collectif qui s'appelle Nos Services Publics. Je pense que ce travail qui est fait par la société civile organisée, les associations, les collectifs en tout genre, va de pair avec celui des partis et je pense que les partis ne doivent jamais l'oublier. Nous avons besoin de toutes les forces, de toutes les formes d'engagement pour faire vivre nos idées, pour nourrir un projet de société qui donne envie aux gens de rester mobilisés. Et pour ça, votre rôle est essentiel pour que la mobilisation exceptionnelle de juin dernier et l'espoir qu'elle a levé puissent perdurer. Partout, donc, chers camarades, chers amis, il faut parler de politique, au sens noble du terme, bien sûr. Montrer comment la politique entre dans la vie de chacune et chacun, comment il est possible, à travers elle, de changer la vie des gens. Parler de nos propositions pour améliorer la vie, en faveur du pouvoir de vivre, en faveur des services publics, en faveur de la transition écologique.
Je crois sincèrement que la discussion, le débat au quotidien est une façon efficace de battre en brèche les mensonges distillés par le Rassemblement national. C'est ce que j'ai essayé, moi, de faire avec mon collectif entre les deux tours des élections, essayer de détricoter et d'expliciter le programme économique du Rassemblement national pour montrer qu'il était pur mensonge et qu'en réalité, son application, sa mise en œuvre conduirait à appauvrir encore plus les services publics et à écarter une très grande partie de nos concitoyens de l'accès à ces services publics. Et la troisième réponse, chers amis, c'est de donner à voir un projet de gauche, un projet qui s'incarne, un projet qui se raconte. Il faut aller un peu plus loin, je crois. Raconter à quoi ressemblerait la France après un mandat. Allez, rêvons 2 mandats de gouvernement de gauche. À quoi ressemble un pays qui a réussi sa transition écologique? À quoi ressemble une société où l'école assure une véritable égalité entre les enfants? À quoi ressemble un pays où l'hôpital peut accueillir et soigner tous ceux qui en ont besoin avec le même égard? À quoi ressemble une société où la fin de vie peut être vécue dignement, protégée de la loi des marchés? Pardonnez-moi, j'en reviens à 2002. Il me semble, à cette époque, que Lionel Jospin, malgré les mérites de sa campagne, avait alors principalement joué en contre. Il avait même dit « Mon projet n'est pas socialiste ». Alors, bien sûr, je le dis avec le recul, j'avais pas conscience de ça le 21 avril 2002, du haut de mes 15 ans, mais je pense, camarades, qu'il faut s'en souvenir, qu'il faut dédier nos forces au fait de proposer un projet fédérateur, un projet de gauche, quelle que soit l'étiquette qu'on voudra lui mettre, qui donne envie aux gens. Non pas seulement un espoir, mais envie. Car on ne pourra pas mobiliser seulement en contre. Il nous faut porter un projet positif, un projet de société, et il faut identifier des figures pour le porter qui soient fédératrices, et il faut dire ce que nous allons faire pour changer la vie. La gauche donc doit non seulement être unie, mais elle doit aussi porter une proposition politique qui n'est pas la simple atténuation de celle proposée par la droite. Elle doit apporter un programme de rupture, un programme qui parle aux gens. Et donc, ensemble, avec les forces de gauche, il nous faut donner à voir un projet fédérateur, un projet qui donne envie de porter au pouvoir une république sociale et ouverte. Un projet radical même. Si par ce mot, on entend désigner ce qui permet de traiter à la racine les causes, les injustices galopantes, une rénovation profonde des services publics, qui sont les plus grands leviers pour l'égalité et l'émancipation de toutes et de tous. Je pense bien sûr aux crèches, à l'école, à l'hôpital, qui sont, vous le savez, parmi les sujets qui me tiennent le plus à cœur. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons un programme solide, mais il nous faut maintenant l'incarner et lui donner de la chair. Chers amis, pour mettre en œuvre ce projet, pour faire de notre société désirée une réalité partout en France, la gauche devra, cette fois, obtenir une majorité absolue aux prochaines élections législatives. Cessons de ne voir que les élections présidentielles comme horizon. Nous l'avons vu. Il s'est joué quelque chose d'extrêmement important dans ces élections législatives. Et donc, nous devons mettre toute notre énergie. J'y mettrai la mienne, toute notre jeunesse. J'y mettrai celle dont je dispose encore, en dépit de ma chevelure argentée. Alors, très concrètement, dans les prochains mois, nous allons tous ensemble dans les territoires ruraux, les petites villes, les métropoles, pour parler enfance, santé publique, logement, transition écologique, grand âge. Faisons-le à vos côtés, vous, élus locaux et représentants du monde associatif, qui faites ce travail au quotidien pour faire vivre notre démocratie. D'ailleurs, Benjamin le disait, le Mantois, c'est le territoire parfait pour ça, donc continue à le faire. Le Mantois, à lui seul, c'est une France miniature, avec tous ses enjeux de l'urbain, du périurbain, du rural, une France des bourgs et des tours, qu'il ne s'agit donc pas de diviser. Écoutons ce que l'on nous dit, écoutons ce qu'on attend de nous, écoutons aussi tout ce qui a été dit sans jamais être entendu. Et je pense, par exemple, en disant ça, à ces millions de Français qui se sont déplacés pour répondre dans les cahiers de doléances qui ont été... on a sollicité les Français en 2019, ils ont massivement noirci des pages qu'on appelle donc cahiers de doléances, et ces pages n'ont jamais été publiées, elles sont enterrées. Alors comment aujourd'hui demander aux Français de retourner dans les mairies pour donner leur avis? Donc repartons de ce que nous disent les gens, de ce qu'ils nous expliquent, de ce qu'ils attendent de nous. Et je pense que dans ce cas-là, nous pourrons retracer un projet qui sera audible de tous. Alors non, bien sûr, la tâche n'est pas facile, chers camarades. Il nous faudra beaucoup d'énergie pour cela. Et aussi beaucoup de courage. Et je me permets de citer Jaurès pour conclure ce discours. C'est ainsi que Jaurès termine son discours à la jeunesse qu'il a prononcé à Albi en 1903 dans des circonstances qui peuvent en certains points faire penser à notre situation d'aujourd'hui. Ce discours, il le conclut donc sur un long appel au courage, et je le cite. « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe.
et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Chers camarades, le défi est olympique, mais nous avons prouvé récemment notre capacité à faire corps et à relever les défis olympiques, justement. Alors allons-y en confiance, gardons espoir et courage, mes amis, mes camarades. Nous y parviendrons. Vive le nouveau Front populaire et vive la République.